Je vous rappelle que vous disposez de 20 minutes, Mme Lamont, pour nous faire votre exposé. Par la suite, on aura 25 minutes ensemble comme période d'échange avec les membres de la commission. Alors, je vous laisse vous présenter et nous faire votre exposé. Bonjour. D'abord, je vous remercie de m'inviter ici. Je voudrais souligner le fabuleux témoignage de Rose Sullivan du collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement. C'est grâce à des femmes comme elle que les choses peuvent évoluer. Alors, permettez-moi de me présenter. Je travaille comme camerawoman et réalisatrice depuis une trentaine d'années et j'ai réalisé 6 longs-métrages documentaires, des films d'auteur portant sur des enjeux sociaux qui me tenaient à cœur et qui ont été diffusés à la télévision, dans les salles de cinéma, dans les cinémas répertoires puis les festivals de films ici et ailleurs dans le monde. Alors, la prostitution touche l'ensemble de la société et me touche moi particulièrement en tant que femme puisqu'elle s'inscrit dans un continuum de violence envers les femmes. Notre société a le devoir d'agir comme l'ont fait d'autres sociétés qui défendent réellement l'égalité homme-femme. Voilà pourquoi je salue les travaux de la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. En 2010, j'ai sorti le documentaire L'imposture sur la prostitution féminine, où j'ai laissé toute la place aux femmes qui cherchaient à quitter la prostitution, tant leur histoire était révélatrice des parcours douloureux qui les mènent à se prostituer et des conséquences désastreuses dans leur vie. Ensuite, il a été important pour moi que je dirige les projecteurs sur ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant à la racine de tout ça, de ce système d'exploitation, ceux qu'on appelle communément les clients, ainsi que les exploitants, proxénètes, trafiquants et autres bénéficiaires de l'industrie du sexe. Donc, en 2015, j'ai lancé le documentaire Le commerce du sexe en m'introduisant dans les lieux de prostitution et en recueillant le témoignage de plusieurs anciens proxénètes, propriétaires d'établissements, bars de danseuses, salons de massage, agences d'escorte et entreprises pornographiques. Et bien sûr, en interviewant et filmant ceux qu'on appelle banalement les clients. Ce sont eux qui maintiennent ce système d'exploitation en place. Mes 2 longs-métrages s'appuient sur 10 ans de recherche sur le terrain à Montréal, Québec, Gatineau, Ottawa, Val-d'Or, en Montérégie et dans le centre du Québec. Cette longue recherche s'appuie surtout sur l'expertise des 125 femmes et filles âgées de 15 à 52 ans qui ont connu l'industrie du sexe et avec qui j'ai pu discuter longuement et en toute franchise. Je ne remercierai jamais assez ces personnes qui m'ont fait confiance et qui ont osé dire la vérité, bien souvent niée et ignorée. Parmi elles, 23 ont été filmées et ont témoigné au sein de mes 2 documentaires. J'ai aussi bénéficié de l'expertise des autres acteurs qui se trouvent sur la ligne de front, à savoir les intervenantes auprès des femmes, les intervenants jeunesse et enquêteurs de police. D'ailleurs, c'est comme ça que je les ai connus. J'ai vu comment l'équipe de la Moralité Ouest, avec le lieutenant-détective Dominique Monchamp, faisait des pieds et des mains pour secourir les victimes et arrêter les proxénètes avec trop peu de moyens. J'ai passé pas mal de temps dans les salles, dans les palais de justice pour assister à des procès contre les proxénètes et qui ébranlent les rares victimes qui osent porter plainte et affronter le processus judiciaire. Toutes les femmes rencontrées et les autres interlocuteurs m'ont ouvert les yeux sur un phénomène que nous méconnaissons et sous-estimons. J'ai appris que la grande majorité avait vécu des violences sexuelles dans leur enfance ou leur adolescence, qui leur envoyaient le message que leur seule valeur est une valeur sexuelle. Elles ont vécu des négligences et de la maltraitance. Elles avaient déjà une faible estime d'elles-mêmes avant de vivre leur première expérience prostitutionnelle qui, dans la plupart des cas, s'est produite alors qu'elles étaient mineures. Elles furent toutes appâtées par les promesses d'argent facile, d'amour et de gratification. Cependant, ce scénario de rêve reposait sur la duperie. Elles sont presque toujours incitées à se prostituer par un client, ainsi qu'un proxénète ou une tierce personne promotrice de l'industrie du sexe. Ces jeunes femmes et filles ne souhaitent surtout pas faire carrière dans ce milieu, prévoyant que leur séjour dans la prostitution sera bref, le temps d'obtenir l'argent dont elles ont besoin, ou plutôt dont l'enjôleur de proxénète a besoin. Alors, la réalité, par contre, c'est qu'une bonne part y resteront longtemps, ne verront plus la possibilité de sortir de ce milieu, donc souvent, même si 90% souhaitent en sortir, elles sont prises dans un engrenage
et se voient incapables de survivre autrement. Et celles qui ont trouvé cette force incroyable d'en sortir n'ont souvent pas bénéficié des services de soutien pour les aider en ce sens. Et au final, la plupart se retrouvent isolés dans la pauvreté avec une sexualité anéantie, des problèmes de toxicomanie, des séquelles au plan de la santé mentale et physique. J'ai aussi découvert que le fait de subir des rapports sexuels de manière répétitive et non désirée entraîne une désensibilisation par rapport à leur corps et leurs émotions, et même une dissociation psychique chez plusieurs de ces femmes. J'ai été étonnée de rencontrer autant de femmes qui avaient des troubles de stress post-traumatique. Cela correspond aux données issues des études. D'ailleurs, 67% des femmes qui se sont prostituées ont des troubles de stress post-traumatique. La plupart m'ont raconté avoir été victimes d'agressions sexuelles au sein de l'industrie du sexe, qui se rajoute à un passé d'inceste et d'agressions sexuelles. Et même lorsqu'elles se disent volontaires, elles sont souffrantes, marquées par les nombreux abus et sévices vécus. Tout ça pour dire qu'on ne pourra pas régler l'exploitation sexuelle des mineurs si on ne fait rien pour contrer la prostitution de toutes les femmes et les prostitueurs de tout acabit. L'exploitation sexuelle fait partie d'un tout. Elle relie à une industrie tentaculaire qui exploitera ensuite ces jeunes femmes devenues miraculeusement consentantes à l'âge de 18 ans. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une approche globale qui intègre la prévention auprès des jeunes, l'arrêt d'agir des acheteurs de sexe et de toute personne qui tire profit de l'exploitation sexuelle. On a besoin de sensibilisation de la population pour travailler explicitement à instaurer l'égalité des sexes. Et on a besoin aussi de services pour aider les femmes à quitter l'industrie. Alors, je suis rendue aux solutions. La première mesure, pour moi, la plus importante, c'est agir en arrêtant les abuseurs, en appliquant la loi C-36. Le 6 novembre 2014, le gouvernement conservateur a pondu la loi C-36 qui s'est inspirée du modèle suédois en pénalisant les acheteurs de sexe et décriminalisant les femmes prostituées. La loi C-36, appelée Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation, considère la prostitution en tant que forme d'exploitation sexuelle ayant un effet préjudiciable et disproportionné sur les femmes et les filles. C'est un changement de paradigme, une révolution positive, puisque la loi a inversé le poids social. Les grands objectifs de la loi C-36 sont les suivants. Protéger ceux qui vendent leurs propres services sexuels, protéger les collectivités, surtout les enfants, des méfaits de la prostitution, réduire la demande de la prostitution en vue de décourager quiconque de s'y livrer et d'y participer et ultimement de l'abolir dans la plus grande mesure possible. Donc, la loi interdit l'achat de services sexuels et le proxénétisme. La peine maximale est de 5 ans en cas d'infraction. Donc, ça s'adresse aux acheteurs de tels actes. Quant à l'interdit de publicité de services sexuels, ça ne cible que les tierces parties qui tireraient un avantage matériel de la prostitution de d'autres personnes. Mais aucune accusation a été portée jusqu'à ce jour, faute de volonté politique. Il est temps que la loi C-36 soit appliquée. En reconnaissant que l'acheteur de sexe est à la base de ce système d'exploitation, on doit alors le tenir responsable de ses actes, le rendre imputable, si on veut réellement faire cesser cette machine à broyer les filles et les femmes. Vous savez, en 1999, la Suède a voulu mettre fin à la prostitution en la considérant comme une forme de violence envers les femmes et comme un obstacle à l'égalité homme-femme. Alors, la Suède a décidé de pénaliser les acheteurs de sexe tout en combattant le proxénétisme, de ne pas criminaliser les femmes qui se prostituent, mais d'aider celles qui souhaitent en sortir. Ce faisant, elle a réussi à faire reculer la traite à des fins sexuelles et à tarir le nombre de clients de la prostitution. En 1996, 13,6% des hommes achetaient des services sexuels. En 2008, ce nombre avait chuté à 7,9%. La prostitution a donc diminué de presque moitié 9 ans après l'application de la loi. 15 ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la population suédoise est très satisfaite des résultats, alors qu'au début, seulement une minorité de gens l'appuyaient. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants grandissent avec l'idée qu'il n'est pas acceptable d'acheter le corps d'une personne. En 2006, la Finlande s'est inspirée de cette loi. En 2009, la Norvège a aussi décidé de pénaliser l'achat d'actes sexuels
incluant ses ressortissants à l'étranger, suivi par l'Islande quelques mois plus tard. D'autres pays se sont inspirés du modèle nordique, dont l'Irlande et le Royaume-Uni. Et en avril 2016, la France a adopté une loi abolitionniste qui élimine le délit de racolage et qui interdit l'achat d'actes sexuels en mettant en place un programme de prévention. La deuxième mesure importante qu'il faudrait mettre en place inclut la prévention, la protection et l'aide aux victimes. En Suède, il y a des équipes de travailleurs sociaux qui vont régulièrement à la rencontre des personnes prostituées pour qu'elles sachent qu'il y a des services à leur disposition pour sortir de la prostitution. Ici, il n'y a rien. Il y a seulement la Maison de Marthe à Québec, la sortie et la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, la Clé à Montréal, qui font leur possible avec un financement insuffisant. Or, il est impératif de protéger toutes les jeunes femmes puisque les mineurs deviendront à leur tour des adultes. Pour contrer la prostitution juvénile, il faut investir dans une réelle protection de la jeunesse. Étant donné que les filles victimes d'abus sexuels sont plus vulnérables à la prostitution, que la présence d'antécédents en protection de la jeunesse semble également associée à la prostitution juvénile, que près de 40% des jeunes qui ont vécu la prostitution avaient déjà fait l'objet d'un suivi auprès de la direction de la protection de la jeunesse et que 80% auraient déjà fugué au moins une fois de leur domicile, puisqu'elles vivent des carences affectives, l'absence de modèles parentaux adéquats et parfois même l'approbation de la prostitution dans le milieu familial qui représente d'autres facteurs de risque liés à la prostitution. Voilà pourquoi l'intervention auprès des victimes potentielles ou avérées doit prendre de multiples formes et commencer par un plan d'intervention global en amont, en intervenant d'abord auprès de la famille. Mais le problème, c'est que dans les centres jeunesse, les ressources demeurent insuffisantes. Il y a des bons travailleurs, mais il y a des bons intervenants, mais il y en a qui sont à bout de souffle et qui ne sont pas formés suffisamment. Mais de leur côté, par contre, les proxénètes sont astucieux. Ils n'ont de cesse d'investir la pépinière des centres jeunesse en se servant des jeunes filles pour en recruter d'autres, en étant toujours prêts à accueillir les fugueuses. À mon avis, les foyers de groupe ou d'autres types d'hébergement et de milieux de vie à dimension humaine qui représentent un peu plus la douceur d'un foyer normal, qui sont plus anonymes, adéquats pour des adolescentes et qui ne leur donneraient pas envie de fuguer, serait une solution à envisager. On remarque aussi que de plus en plus de victimes, même si elles sont en plus petit nombre, proviennent de familles fonctionnelles, stables, non démunies, n'ont pas vécu de maltraitance ou d'agression, ayant précédé leur entrée dans l'industrie du sexe. C'est dire que toute jeune mineure est susceptible d'être happée dans les griffes d'un proxénète. Donc, c'est vraiment important de faire des campagnes de sensibilisation dans les écoles secondaires et les cégeps. La précarité et la vulnérabilité des jeunes femmes, la promesse d'une vie meilleure que les recruteurs de tout acabit font miroiter, qui peuvent aussi être des femmes, soit dit en passant, jouent pour beaucoup dans l'entrée des filles dans la prostitution. La perception des mineurs sur la réalité du milieu prostitutionnel est souvent tordue, puisqu'au départ, elles sont en lune de miel avec leurs proxénètes. Elles ne se voient pas comme victimes et sont parfois rébarbatives à collaborer avec les autorités. Ou bien elles sont littéralement terrorisées sur l'emprise totale d'un proxénète et ne voient plus aucune porte de sortie possible. C'est donc pas facile d'identifier les victimes et de les inciter à porter plainte contre leur agresseur. Peut-être qu'une ligne anonyme qui leur serait dédiée pourrait aider celles qui sont en détresse, si évidemment elles savent que cette ligne existe. Des personnes qui gravitent autour de l'industrie pourraient aussi être mis à contribution pour identifier les victimes, telles que les hôteliers, les transporteurs, en les contactant directement et aussi grâce à une campagne de sensibilisation auprès de la population. Et puis, au moment où les jeunes victimes cherchent à sortir de l'exploitation sexuelle, il est impératif d'être là au bon moment pour les soutenir en priorisant leurs besoins, en facilitant leurs accès aux services de santé et à des intervenants sociaux qualifiés, en aidant les parents ou les tuteurs à donner tout le support psychologique et émotif qui leur sera nécessaire. Et rendues à 18 ans, les filles qui étaient placées en centre jeunesse sont souvent laissées à elles-mêmes et deviennent encore plus à risque de se retrouver dans l'industrie du sexe et d'être reprises par un proxénète. Il faudrait donc des ressources adéquates en ce qui a trait à l'hébergement, les thérapies, le soutien psychosocial des jeunes femmes rendues à l'âge adulte.
Troisième mesure importante, c'est important de stopper les exploiteurs. Au Canada, la prostitution représente la deuxième source de profit du crime organisé après le trafic de drogue. C'est la forme d'activité qui prend de plus en plus d'importance au sein des organisations criminelles. Depuis plusieurs années, les gangs de rue et les mafias ont diversifié leurs activités en se portant acquéreurs de salons de massage et d'agences d'escorte aussi. Ils participent à tout un système d'exploitation qui rend possible le recrutement des mineurs. Si nous appliquons la loi C-36 et osons enfin tarir la demande, le résultat pourra devenir le même qu'en Suède, où les trafiquants et les proxénètes ne voient plus la possibilité de faire des affaires. Il faut se donner les moyens de poursuivre les proxénètes et trafiquants qui font beaucoup de tort à la société. Mais les enquêtes sont complexes et longues à mener. Elles sont nécessaires, mais largement insuffisantes et souvent inexistantes en dehors des grands centres. On a fait un progrès tout de même avec l'équipe intégrée de lutte au proxénétisme. Cette escouade fait du bon boulot, mais aurait besoin de plus de ressources pour mener les enquêtes qui sont souvent longues et complexes. Il y a aussi des facteurs d'entrée dans le proxénétisme pour les hommes, puisqu'ils sont des hommes à 90%, et sont affiliés dans 70% des cas aux gangs de rue. On a besoin de travailleurs sociaux dans les quartiers où les jeunes hommes sont recrutés dans les gangs de rue pour leur proposer d'autres modèles de réussite puis des programmes de réinsertion sociale. Il faut prévenir cette forme de criminalité qui prend de l'expansion auprès de certaines catégories de la population touchées par la pauvreté. Donc, il faut lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Ces jeunes hommes sont recrutés à l'adolescence, parfois aussi jeunes que 14 ans, deviennent en quelque sorte des enfants soldats appelés à commettre des crimes au profit des chefs de gang ayant le double leur âge et travaillent à la solde de mafias aguerris. Donc, pour prévenir l'entrée des jeunes à l'école du crime, il faut avoir des mesures efficaces pour lutter contre la pauvreté et le racisme, avoir du logement social de qualité, du soutien aux familles, offrir des loisirs aux jeunes, mettre en place des politiques d'intégration efficaces. Il faut bien sûr continuer de lutter contre le crime organisé et les gros joueurs de l'industrie du sexe qui se servent des proxénètes pour remplir à qui mieux leur lucratif commerce. Quatrième mesure importante, l'éducation sexuelle et une large campagne de sensibilisation. Il est impératif d'avoir de véritables cours d'éducation sexuelle dans nos écoles afin que les jeunes apprennent ce que veut dire une sexualité épanouie, consensuelle et basée sur le respect, pour que la domination et le sexisme ne guident pas leur vie érotique et leurs relations en général. Pour que les jeunes hommes et les femmes se donnent le droit et le plaisir d'échapper aux stéréotypes de virilité et de féminité oppressants, pour qu'ils développent leur esprit critique face à la banalisation de la pornographie et l'hypersexualisation rampante. Nous avons le devoir de faire contrepoids à la sexualisation des femmes sur le web, dans les films, à la télé, où le corps des femmes presque nues, hyper sexy et disponibles sexuellement sont utilisés à outrance. Il faut changer l'idée que la porno en ligne, les massages ou les danses érotiques font de mal à personne, alors que tous ces lieux sont remplis de femmes trafiquées ou qui souffriront longtemps des conséquences de leur passage dans ces lieux. On doit démontrer aux élèves que la pornographie n'est pas inoffensive, qu'elle utilise aussi des jeunes femmes trafiquées, a une incidence dans nos vies, puisque la prolifération des images et des actes sexuels dégradants et violents contre les femmes influence l'imaginaire sexuel, se répercute dans les relations hommes-femmes et propage la haine des femmes. Vous savez, l'âge de la première exposition à la pornographie est à 11 ans. Il est essentiel que les cours de sexualité commencent à la fin de l'école primaire et se donnent par du personnel formé, par autant d'hommes que de femmes, et au moins 1 heure par semaine. L'ignorance des adolescents est parfois abyssale, alors que ce sujet les intéresse au plus haut point, puisqu'il est aussi question de relations humaines, des aspects qu'ils explorent et qu'ils ont soif de mieux comprendre. Là, je termine, excusez-moi si je lis, mais j'ai produit ce texte un peu à la dernière minute. Alors, pour contrer l'exploitation sexuelle, on a grandement... Pardon? C'est ce qui vous reste, une dernière minute, s'il vous plaît. Parfait. Donc, on a grandement besoin de prévention auprès des jeunes et de sensibilisation dans la population générale. Ce changement de mentalité ne pourra se faire qu'avec une large campagne d'éducation et d'information, des publicités d'intérêt public qui seraient diffusées partout,
sur les panneaux, dans la rue, à la télé, sur le web et comprise dans toutes les langues ou sans grande maîtrise du français. En Suède, c'est la mise en œuvre d'une grande campagne de sensibilisation à l'exploitation sexuelle et pour décourager les clients de la prostitution qui a rendu l'achat de sexe répréhensible auprès de la population. Voilà. Merci beaucoup de votre exposé, très apprécié. Avant de passer à la période d'échange avec les membres de la commission, je vais demander le consentement pour ajouter 25 minutes à notre séance. Est-ce qu'il y a consentement? 25 minutes, ça veut dire vers quelle heure on termine? Donc, à 45. Ah, OK. On devait terminer à 30. Ah, OK, parfait. OK, je pensais qu'on terminait à 45. Moi, il y a un consentement, il n'y a pas de problème. Consentement pour tout le monde? Oui, oui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on peut y aller avec une première question, le temps que les membres pensent à leurs questions. Moi, j'en ai une pour vous, Ève. Je vous ai entendu tout à l'heure. Vous avez parlé de campagne de sensibilisation et vous étiez très présente sur le terrain. Nous, un des aspects qui nous intéresse beaucoup à la commission, c'est le client abuseur. Le genre de message qu'on peut leur passer. Vous qui avez été sur le terrain, vous qui avez vu des choses, qui avez été en contact avec les gens, qu'est-ce que vous nous suggérez comme message ou comme campagne pour les clients abuseurs? Excusez, il y a un petit délai dans le son. Ben, en fait, il faut avoir de la publicité qui rejoint la population et ces gens-là pour montrer les conséquences de leurs actes. Parce que souvent, le client, parce qu'il paye, il pense qu'il rend service à la personne devant elle. S'il n'est pas violent et brutal, il a l'impression qu'il n'a rien fait de mal. Et même quand il est d'ailleurs très dégueulasse, il se croit dans ses droits. Et si on applique la loi, une loi qui démontre, qui pénalise, d'abord, il va savoir que, je veux dire, il n'y a plus le champ libre, mais au-delà de tout ça, ça aide à changer les mentalités, le changement de loi, mais il faut aussi faire des campagnes, un peu comme on l'a fait pour la cigarette ou la violence conjugale. Il y a eu beaucoup de publicité là-dessus pour dénoncer ça, montrer les impacts et on n'a pas cessé, dans le fond, de rendre la consommation de cigarettes et la violence répréhensible. Faut que le message soit clair. C'est inacceptable que la fille soit mineure ou majeure. Ce n'est pas acceptable d'acheter le corps d'une personne. Merci beaucoup, député de Chaumédé. Merci d'être là avec nous. Je vais vous entendre parce que vous dites qu'il faut appliquer la loi C-36 et qu'il n'y a pas de volonté politique. Bon, là, vous parlez à des politiciens aujourd'hui, là. Vous parlez au monde politique qui ont, et ça m'a fait sursauter un peu. On entend des experts depuis quelques heures, quelques jours, qui font plein d'actions sur le terrain. On entend plusieurs services de police. Je voudrais juste que vous m'expliquiez, il n'y a pas de volonté politique il n'y a pas d'accusation parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Est-ce qu'on doit décoder ou est-ce qu'on doit comprendre que même s'il y a une volonté policière, le lien se fait pas pour emmener ces gens-là ou autoriser ces accusations-là parce que la loi est là. Il y a eu des politiciens, il y a eu des gens comme les gens alentour de la table qui ont qui ont fait un outil législatif. Il y a des policiers qui ont l'air à l'appliquer, mais là, il y a quelque chose dans le système qui se rend pas jusqu'au bout. On aura beau faire les campagnes qu'on voudra. La prévention par la sensibilisation, c'est une chose. Mais on a toujours dit que s'il y a une crainte de punition en quelque part, c'est le début de la sagesse. Il est où le manque ou le vide du système, là, parce que je pense que la volonté politique, ça a besoin d'être précisé de votre part. Ben moi, je prends l'exemple du modèle suédois parce qu'il est concret, il fonctionne. Les clients, ils sont pourchassés. Et les femmes ne sont pas embêtées, mais les clients, eux, vous voyez, comment ça fonctionne en Suède. Quand un client, il va sortir un client, par exemple, d'un lieu de prostitution,
il y a une équipe qui est là, qui l'arrête et qui lui donne une amende. Il peut la contester, il peut aller en cours, mais il peut, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a aucun client qui se retrouve en prison, c'est-à-dire qu'ils se sont trouvés avec une amende avec sursis, une peine avec sursis, mais ils sont exposés à 6 mois, de 6 mois à 1 an de prison. Ils ne sont jamais allés jusque-là. La plupart des clients payent l'amende pour pas se retrouver devant un tribunal, donc ils plaident coupables. Et ceux qui plaident donc coupables et se retrouvent coupables, se retrouvent avec un casier criminel, mais jamais ils ont été en prison. Fait que il y a des programmes pour d'éducation pour leur faire comprendre le tort qu'ils causent aux femmes qui le prostituent. Est-ce que ça l'a fait disparaître toute la prostitution? Non, il reste encore des clients, mais on a diminué quand même la demande de moitié. Donc, déjà, c'est parce que ici, on pourrait déjà agir là où ils sont, on sait où ils sont, ils sont dans les lieux, dans les commerces du sexe, ils sont repérables facilement, mais le problème, c'est que les corps policiers sont débordés et vont au plus urgent, qui est dans le fond de répondre dans le fond aux cas les plus graves de femmes qui sont trafiquées ou qui sont mineures et ils sont pris sur d'autres dossiers, donc ils n'ont pas les ressources pour faire ça. Donc, si je vous suis, je vais faire une courte intervention. Si je vous suis, c'est que les policiers ne l'appliquent pas, c'est pas ailleurs dans le système. Et il y a une volonté, on a des outils. Il nous reste à les appliquer pour aider à ce que la banalisation qu'on vit peut-être au Canada ou au Québec soit différente. Oui, absolument. Je crois qu'on pourrait, en fait, je pense qu'il faudrait qu'il y ait pas un programme, mais qu'il y ait peut-être des équipes qui soient dédiées à ça, parce que il y a pas de policiers qui ont le mandat d'arrêter des clients, là. Les seuls cas où ça s'est produit, c'est lorsqu'il y a eu des plaintes pour viol, qu'une prostituée s'est plainte d'avoir été agressée par un client, ou parce qu'il y a la population dans certains quartiers est tannée de voir des hommes tourner avec leur voiture, puis là se plaignent de la présence des clients. Mais je veux dire, on réagit à certaines situations, mais je veux dire, il n'y a aucune volonté, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'équipe spéciale pour adresser ce problème-là. Merci beaucoup. Député de Viau. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Donc, ma première question, vous avez émis dans vos recommandations, il y en a une qui me semble nouvelle et que vous êtes la première à l'évoquer, c'est l'idée d'avoir une ligne anonyme. J'aimerais vous entendre là-dessus. Comme on le sait, les policiers ont beaucoup de difficultés à repérer les victimes parce qu'elles sont terrorisées, parce qu'elles rarement vont porter plainte contre leur proxénète. Et à part certaines mineures savent qu'elles peuvent contacter le centre jeunesse, c'est quand ils sont trop mal pris. Mais beaucoup ne savent pas à qui appeler. Certaines ont fait parfois le 911, mais des fois, elles veulent pas appeler la police. Elles ont besoin de parler à quelqu'un, mais elles savent pas à qui parler, elles savent pas quoi faire. Je ne pense pas, par contre, que cette solution-là est magique, parce que souvent, leurs appels, celles qui sont sous l'emprise d'un proxénète, est assez contrôlées. Elles sont contrôlées au point où elles n'ont pas accès à un téléphone ou ne peuvent pas
ne peuvent pas, dans le fond, appeler qui elles veulent. Au niveau de votre expérience des victimes avec qui vous avez eu l'opportunité de collaborer, on nous a beaucoup parlé d'un continuum de services qui manquait, des trous de services. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Et où est-ce qu'il faudrait peut-être axer davantage les interventions pour mieux soutenir, mieux accompagner les victimes? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elles sont souvent très démunies à tous les niveaux. Ça leur prend un logement. D'autres en ont parlé, mais c'est vraiment important. Un logement où elles se sentent bien, en sécurité. Elles auront besoin d'un revenu. Et si les prestations d'aide sociale arrivent 2 ou 3 mois plus tard, de quoi vont-elles vivre, tu sais? Et elles sont dans un état assez pitoyable, je dirais. Elles ont besoin de support psychosocial. Ça prend de l'accompagnement. Elles ont peur aussi. Elles ont besoin de se sentir rassurées. Puis puis avoir accès aussi aux services de santé, ne pas se sentir jugé, mais il manque cruellement partout dans le système de santé, on le sait, là, les psychologues, avoir accès à un psychologue, c'est très difficile. Et pour elles, c'est jamais possible. Et surtout, elles ont besoin de thérapie. C'est vraiment important pour se reconstruire et éventuellement, avoir accès à des programmes de réinsertion. Mais disons que d'un premier temps, on parle vraiment de répondre aux besoins de base. Merci pour votre travail. Merci, député de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame Lamont. Vous avez parlé je pense que c'est le deuxième documentaire que vous avez fait, dont le nom m'échappe. Vous avez dit que vous aviez interviewé, vous avez fait des entrevues à des clients. Oui. Donc, comme on en discute énormément de ces fameux clients abuseurs qu'on appelle ici, puis on sait que c'est très tabou, c'est des gens qui font ça dans l'ombre, qui s'en vendent pas. Je me demandais comment vous avez réussi à établir un lien de confiance, comment est-ce qu'on pourrait entrer en contact avec ces gens-là, comment vous avez réussi à le faire vous et qu'est-ce que vous nous suggérez pour s'attaquer à cette clientèle-là? J'ai rencontré des clients de différentes façons, entre autres par les femmes qui sont dans l'industrie du sexe qui m'en ont fait rencontrer. Il y a aussi les clients, vous allez dans un bar de danseuse, c'est plein de clients. Il y en a là. Et étonnamment, si vous parlez dans votre entourage, des fois, vous serez étonné, il y en a peut-être un qui va se manifester. Puisqu'un homme sur 10 a été au Canada. En tout cas, il n'y a pas de statistiques officielles, mais il semble qu'un homme sur 10 ait été client de la prostitution au moins une fois dans sa vie. Il faut dire aussi qu'aller aux danseuses, comme on dit communément, c'est très banalisé, mais c'est être client parce qu'on consomme une personne qui offre une gratification sexuelle, même si on ne va pas dans l'isoloir avec elle, on est quand même là à consommer le spectacle d'une femme nue qui est souvent une femme, qui est sous l'emprise d'un proxénète et qui est exploitée sexuellement. Donc, et ces clients-là, ils font partie de notre société, hein, c'est pas des monstres, c'est des hommes de tous les genres, de toutes les classes sociales. Ça peut être un jeune, ça peut être un grand-père. Il y a une copine, il est seul, il est marié, il veut de la diversité, il veut changer les idées. Bref, il peut être, comment je peux dire, il peut être parfois, comme dit certaines filles, correct. Un bon client, c'est celui qui bat pas les femmes. Mais
même si ce n'est pas tous les clients qui sont violents, leur impact sur les femmes est énorme. Est énorme, puis parmi eux, ben oui, le problème est qu'il y en a qui se permettent tout avec les femmes, qui veulent des pratiques dégradantes. Et le fait que ces femmes-là vivent des relations sexuelles non désirées à répétition avec ces hommes-là, lui, il voit pas ça parce qu'elle joue la comédie, elle pense qu'elle veut être là, qu'elle est contente d'être là. Mais la réalité, c'est tout le contraire. J'ai rencontré un client, justement, qui est un homme progressiste, qui n'avait pas réalisé, qui allait aux danseuses, qui n'avait pas réalisé tout le mal qu'il faisait, jusqu'à temps que ses deux préférés, qui ont quitté l'industrie du sexe aujourd'hui, après avoir quitté le bar, lui, abandonné de danser, lui ont dit jusqu'à quel point ils étaient détruites par le passage, par les années passées là. Et comment elles étaient victimes d'abus dans l'industrie, mais aussi dans leur enfance. Bref, lui qui pensait qu'il n'avait jamais commis rien de mal s'est rendu compte qu'il avait participé à un système d'oppression. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire de conscientisation de tous ces hommes-là. Je crois qu'on pourrait quand même sans être répressif, juste avec une campagne de sensibilisation, ça pourrait avoir un impact sur une partie de ces hommes-là. Donc, dans une campagne de sensibilisation, comme vous dites que c'est du cas par cas, c'est pas ils n'ont pas tous le même éveil de conscience au même moment ou pour les mêmes raisons. Quel message on passe, à qui on cible, dans quels endroits, comment on s'y prend pour une campagne de ce genre-là? Moi, je pense qu'il faut cibler largement. La même chose que pour les campagnes sur la violence conjugale. Là, il y a des annonces à télé, il y a des annonces sur les panneaux publicitaires, sur le web. Faut viser tous les hommes, mais aussi, il faut que les femmes le sachent, les jeunes filles le sachent, que c'est pas acceptable d'acheter le corps d'une personne, que c'est inacceptable socialement, même si la personne en face de nous consent, c'est clair que l'argent achète le consentement. Et c'est parce que la personne a besoin de cet argent-là qu'elle accepte d'avoir du sexe tarifé avec un client. Sinon, elle n'en aurait pas. Je vais passer la parole à d'autres collègues. Merci beaucoup, député de Notre-Dame-de-Grâce. Bonjour, madame. Merci beaucoup pour l'échange riche et qui nous donne beaucoup d'informations. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez dit, dans la majorité des cas, ou peut-être que je me trompe, ces femmes qui se retrouvent en prostitution ont été abusées jeunes, enfants ou jeunes, à quelque part? Donc, la majorité, ça, c'est vos constats. Est-ce que c'est des données ou est-ce que c'est scientifique ou c'est vos constats personnels? Et scientifiquement, il y a une grande étude qui a été faite par Melissa Farley en 2003 auprès de 854 femmes dans 9 pays qui démontre qu'une majorité ont vécu de l'abus, de la violence et dans l'industrie du sexe et aussi dans leur jeunesse. Et moi, c'est ce que j'ai contesté, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. Sur le terrain, parce que la réalité était vraiment plus grave que ce que je pouvais m'imaginer. Puis sur toutes les femmes que j'ai rencontrées, 80% avaient vécu des agressions sexuelles ou de l'inceste dans leur jeunesse. Et sans compter la maltraitance et la négligence. Parce qu'on a eu... Alors, Excusez-moi, on a eu ces échanges avec certains académiques, etc. Et puis, ils ont souvent dit, ça peut être dans n'importe quelle famille, c'est un couple bien rangé. Puis, même Maria Mourani, qui a quand même beaucoup de clients qui viennent chercher de l'aide, elle disait ça semblait être vraiment des couples tout à fait normaux. Et que souvent, c'est juste l'âge. Il faut faire attention quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence. Elles peuvent être fragiles et donc séduites par quelqu'un, par l'amour, etc. Est-ce que vous avez vu ça aussi, ce genre de contexte? Oui. Mais c'est une minorité? Ce serait une minorité de cas qui seraient... Oui, c'est ça.
Okay. Effectivement. Mais en fait, c'est que cette réalité-là, elle existe, et de plus en plus d'ailleurs, des jeunes filles, des adolescentes qui proviennent de familles stables, qui vivent pas de problèmes particuliers, mais qui sont un peu vulnérables. On le sait, là, la crise de l'adolescence, on cherche notre identité, on a besoin de valorisation, puis là arrive un beau jeune homme pour qu'il nous fait la cour, puis qui nous promet, tu sais, qui est le prince charmant, parce que c'est des enjôleurs de première. Et d'ailleurs, dans mes recherches, c'est ce que j'ai vu aussi, des filles qui venaient de familles à l'aise ou tout à fait aimantes et qui ont été prises dans les griffes d'un proxénète. Donc, ça existe, c'est vrai, mais c'est une minorité. D'accord. J'ai, je sais pas combien de temps il reste. Encore une minute. OK. Donc, la Suède. On fait face, et c'est très frustrant, puis depuis quelques jours, vous avez toutes, je dirais, le même message. C'est que d'acheter un corps d'une femme, c'est inacceptable. Et c'est ça qu'il faut comprendre en bout de ligne. Et de banaliser la prostitution comme beaucoup le font. Alors, c'est frustrant quand on sort, nous, peut-être que vous le vivez, mes collègues ici, quand on dit qu'on est sur cette commission, bon, puis bon, les adultes, on comprend, c'est consentant, puis bon, il faut pas s'attaquer à ça. Mais vous avez dit que la Suède a commencé exactement à ce point-là, c'est-à-dire la population suédoise pensait comme ça aussi, mais que le gouvernement a réussi par des campagnes et de l'éducation à changer la donne. Alors, nous, on a focusé, oui, sur les mineurs, parce qu'on avait exactement cette réaction. On n'aura pas, ça va être très, très difficile parce que la majorité des Canadiens ou des Québécois seraient pas d'accord avec ce consentement qu'on voit chez les adultes. Bon, mais ce que je comprends du message qu'on a depuis 2 jours, c'est un tout. C'est un tout, puis je comprends qu'on va mettre nos efforts sur le mandat qu'on a, mais votre recommandation par rapport à comment on fait pour aller justement sur ce point-là, pour donner l'espoir, je vous dirais, parce que c'est du fatalisme souvent, avec des hommes, quand on leur dit ça, ils disent, ou des gens, ils disent, c'est la plus vieille profession du monde, on changera pas la nature de l'être humain. Hein? Tout le monde dit ça. Alors, c'est du fatalisme un peu, je pense, parce qu'ils disent, comment corriger ça? Ça va être impossible. Alors, il faut un peu donner de l'espoir aux gens que oui, la Suède a réussi à le faire et que ça a changé les mentalités. Alors, ça, est-ce que vous recommandez que dans cette campagne, et les pays qui ont suivi la Suède, est-ce qu'ils sont allés sur cet élément-là pour convaincre les gens qu'on peut changer la donne? Moi, j'y crois fermement. Puis c'est sûr, c'est un bon début de commencer. C'est sûr que tout le monde s'entend que acheter le consentement d'une mineure, c'est un crime, mais c'est tellement facile de nous montrer pourquoi à 18 ans, soudainement, elle devient heureuse et consentante. Et si le client se rend compte que, c'est parce que celle qui est là, qui a 19, 20 ans, 21, parce qu'on sait, c'est toujours des jeunes femmes. Les femmes trafiquées, la majorité, ils ont de 14 et 22 ans. Pourquoi ça serait mieux à 22 ans? Ça pourrait être sa fille. Et ça cause du tort. Si le client pourrait comprendre tous les dommages que ça crée, les conséquences désastreuses, et que c'est cette fille-là qui est en face de lui, ça pourrait être sa nièce, sa fille, allô, je veux dire, il faut qu'il se rende compte des impacts graves. Puis en Suède, au départ, 30% des gens appuyaient le projet de loi, et après son application, c'est 70%, 10 ans après, ils ont fait des sondages, 70% de la population est contente de cette loi-là. Fait que il y a eu, mais ça fait partie d'un tout, hein. Ça s'appelait la paix des femmes. C'est un peu comme la paix des braves. Et ils voulaient mettre en place un programme d'égalité homme-femme. Puis ils ont dit, voyons, on peut pas ne pas inclure la prostitution. C'est l'éléphant dans la pièce, la prostitution. Puis quand on dit le plus vieux métier du monde, tu sais, le viol existe depuis toujours, les meurtres existent depuis toujours. Est-ce qu'on dit, ça existe depuis toujours, c'est dans la nature de l'homme, on fera rien? On est au 21e siècle. Là, on disait qu'abolir l'esclavage au 20e siècle, au 19e siècle, c'était une utopie. Bon, il y en a encore l'esclavage dans le monde, là, mais
on le combat quand même, puis on conçoit comme société évoluée que c'est pas acceptable. Puis puis les jeunes aussi, il faut voir, c'est qu'ils vont grandir d'une société où ça sera pas, on n'ira pas aux danseuses. On ne fêtera pas ses 18 ans d'un bar de danseuses. On va faire d'autres choses, on va faire le party de façon plus saine et équilibrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ève. Merci de votre participation. C'est très apprécié. Merci à la contribution à nos travaux. La commission suspend ses travaux quelques instants et on va se réunir en séance de travail. Merci. Bonne soirée, Ève.